Ce nouveau live, nous avons Solène qui va nous parler de psychogénéalogie. Donc, on va l'inviter. En attendant, elle arrive. Donc, pour rappel, pour ceux qui arrivent pour la première fois, on a l'habitude d'organiser des interviews pluridisciplinaires ou bien avec une personne sur un thème qui portera sur la santé mentale pour aborder des sujets en profondeur qui peuvent être liés à la performance ou pas, ou la guérison. Et l'idée, en fait, c'est de faire prendre conscience de certaines problématiques qu'on observe en surface sans... Ah, ok. Solène, ok, cool. Je te vois, Solène. Est-ce que tu peux faire une demande pour... voilà, magnifique. Normalement, tu devrais apparaître sous peu. Ah, voilà, Coucou tout on le y est. monde! Coucou, on y est arrivé finalement. Ouais, mais je suis pas très douée pour ça, donc coucou! Bon, c'est pas grave. Je suis là. Coucou, Ça y est. ça va, tu es en forme? Ouais. Et toi? Ouais, ça va, il y a la forme, il n'y a pas de souci. En fait, Bon. c'est une erreur de ma part, on aurait dû faire cette petite simulation bien avant, c'est pas grave. Bon, écoutez, on va pouvoir commencer tranquillement alors. Ok, nickel. Juste pour rappel, aujourd'hui, on va parler de psychogénéalogie. Ouais. Bah, je sais pas ce que, bon, on va définir ce que c'est, donc on va pas commencer. Et l'idée, c'est de voir à peu près quels sont les problèmes qui pourraient relever de cet ordre-là, parce que c'est quand même, on rentre quand même assez profondément dans les choses et comment on peut les détecter, quelles sont les pistes de solutions. Donc voilà, on discutera tout ça avec Solène. Mais avant de commencer, on a coutume de faire un petit tour de présentation rapide. Donc je te laisse te présenter Solène et puis je prendrai le relais. Ouais. Alors, je m'appelle Solène Luire, je suis coach, mais également psychogénéalogiste, sophrologue, hypnothérapeute. J'exerce à Paris, à Clamart et en ligne, et je suis passionnée par justement le développement personnel et notamment la psychogénéalogie qu'on va aborder maintenant parce que c'est dans ma pratique ça a été un véritable déclic qui a permis en fait d'apporter encore plus de solutions à mes clientes et on va voir D'accord. ça tout de suite. Nickel. Juste pour rappel, on a déjà eu Solène plusieurs fois, et c'est pas une toute nouvelle. Ça doit être au Non, moins la non, la troisième fois, je troisième fois, crois. Aubin, que tu Ouais, c'est la troisième fois. Moi, c'est Aubin, cofondateur de GarageMind. Bon, l'objectif de GarageMind, c'est d'aider les gens à dépasser leurs souffrances pour concrétiser leur projet de guérison. On va dire ça comme ça. Et les projets de guérison varient selon la situation, que ce soit des problèmes de vie de couple, de problèmes tout simplement d'entrepreneuriat ou d'autres, ça dépend. Et l'idée, c'est vraiment d'insister sur la profondeur des choses. Parce qu'on remarque qu'on voit beaucoup de choses en surface, mais on n'a pas forcément le réflexe d'aller toucher la profondeur. La profondeur, ça commence par exemple par qui nous sommes. Donc voilà, et du coup, ben, on va beaucoup collaborer avec les thérapeutes, divers professionnels qui ont des compétences complémentaires. Pareil, comme toi, je suis un passionné, j'aime bien dire de développement intérieur appliqué. J'aime beaucoup plus ce ah, côté ouais, appliqué parce que développement, ouais, développement euh, intérieur. mais ça,
c'est-à-dire avoir une solution de dev perso, mais appliquée au contexte d'utilisation. Voilà, ok. Bon, on va se lancer dans la piscine. Alors, Solène, dis-nous tout, c'est quoi la psychogénéalogie déjà? Alors, pour commencer, je voudrais vous citer la Bible, qui nous en parle probablement pour la première fois. Et elle dit, alors attendez, je retrouve, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Et on voit bien dans cette citation qu'il y a l'idée eh bien de la famille et du transgénérationnel, entre les générations. Il y en a un qui fait ça, il y a les autres quelque part qui vont payer les pots cassés. Et la psychogénéalogie, elle va justement s'intéresser à cet aspect de ce que moi je vis aujourd'hui, eh bien peut-être que ça m'incombe totalement, mais peut-être que si je remonte dans mon arbre généalogique, je pourrais trouver des éléments d'explication. Alors, la psychogénéalogie, justement, c'est une pratique. Dedans, on entend psychologie et généalogie. C'est une pratique qui va venir nous inviter eh bien, à explorer ce qui s'est passé avant nous, c'est-à-dire dans notre arbre, parce que l'individu se positionne dans sa famille. Il n'arrive pas comme ça, il descend pas de nulle part. Il y a les ascendants, et c'est justement ce que nos ascendants ont fait qui peut expliquer ce que l'on vit aujourd'hui. Alors, c'est sans leur tout remettre sur le dos, mais en tout cas, ça donne ces fameux éléments d'explication. Et dans la famille, je constate qu'il y a une énergie. C'est l'énergie de la famille, du clan, une énergie plus ou moins consciente, plus ou moins inconsciente, faite de loyauté, faite de secrets, faite de non-dits, faite de douleurs émotionnelles. Et c'est la mémoire de la famille, cette mémoire qui va se transmettre sur certains individus pour que ces derniers eh bien, puissent probablement terminer le travail que les ascendants n'ont pas pu achever. Et la psychogénéalogie nous renseigne là-dessus. Et c'est un travail qui est absolument passionnant. C'est un travail que l'on peut faire, qui permet de mieux connaître sa famille et qui se fait évidemment avec intelligence et beaucoup de cœur. La Ok, psychogénéalogie, je vais terminer avec ça, c'est pas quelque chose de farfelu, c'est quelque chose d'extrêmement posé d'un point de vue scientifique, puisqu'en fait, elle nous vient en fait à la base eh bien, du monde de la psychologie clinique, mais de la psychiatrie, de la psychanalyse. Je vais vous donner des exemples de noms qui vont probablement vous parler, du moins pour certains. Alors, on a Anne Ancelin Chausson-Berger, qui est en fait un petit peu la mère de la psychogénéalogie telle qu'on l'entend aujourd'hui, qui a inventé le génosociogramme, du moins qui l'a vraiment développé. C'est l'arbre généalogique, c'est la représentation graphique finalement de notre famille sur 2, 3, voire 4 générations. Elle est également, c'est également elle qui a mis en exergue les dates anniversaires. On a également Serge Tisseron, qui est un psychiatre, qui lui nous parle de la honte et des secrets. On a également Maria Torok et Nicolas Abraham, qui eux ont travaillé sur l'idée de crypte et de fantômes. Donc en fait, on a tout un écosystème autour de la psychogénéalogie qui en qui en fait justement un système qui lui est propre et qui s'aborde avec méthodologie et beaucoup de curiosité. Et c'est passionnant. ok, ok, ok. Donc, ce que je retiens pour monsieur tout le monde, c'est qu'en fait, dans la psychogénéalogie, on va beaucoup s'intéresser aux travaux d'énergie de guérison inachevés par les ascendants. Parce que C'est-à-dire voilà. on devient. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler des travaux d'énergie parce que à l'époque, on n'en parlait pas, c'était pas comme ça que c'était abordé, mais dans le fond, c'est un petit peu ça. J'irais peut-être davantage sur le terrain émotionnel, c'est-à-dire que ce que mes ascendants n'ont pas été en mesure de régler, Ok, et c'est probablement à moi de terminer, comme on termine, de faire le deuil. Et d'ailleurs, à ce sujet, le deuil, c'est un sujet qui est vraiment récurrent parce qu'il y a des deuils qui sont dits infaisables, que les gens de leur vivant ne peuvent pas faire. Et la douleur, elle va se répercuter. Elle va se répercuter. d'accord. Un jour, il y en a un qui n'en puisse plus, qui dit mais c'est pas possible. Mais pourquoi dans telle ou telle situation, je me sens comme ça, comme ça. Et en grattant, eh ben, on se rend compte qu'il peut y avoir des analogies avec, comme j'aime à l'expliquer, le grand-oncle Ursule ou la grand-mère, ou voilà, ça se reproduit. Ok, ok. Donc, c'est en fait des traces d'un travail émotionnel inachevé dont on hérite ou on observe des similitudes en tout cas. Ouais. Et du coup, on va aller s'intéresser à notre généalogie, à nos ascendants pour en savoir un peu plus et y trouver des éléments, des pistes de solutions. Absolument, c'est absolument ça. Et donc, ben, on va y mettre de l'ordre.
Donc Ok, on termine le travail. Quelque part, c'est ça. ok. Ok, du coup, ça nous amène à la question suivante, c'est concrètement, comment est-ce qu'on détecte ça? Comment est-ce que moi, Monsieur Lambda, à partir de quel moment je commence à soupçonner que peut-être il faudrait que j'aille creuser du côté psychogénéalogique? Alors, tu vas avoir des récurrences, par exemple. Je donne plein d'items. Hein. Voyez tous si ça vous parle. Tu peux avoir une récurrence de maladie. Par exemple, dans ma famille, on a tous un certain type de cancer, par exemple. On peut avoir un Mhm, mot qui se rejoue. Par exemple, je peux souffrir de dépression comme ma grand-mère, comme ainsi de suite. Tu vois qu'il y a pas mal de personnes qui souffrent de dépression. Tu te dis, oh, c'est bizarre ça quand même. Tu peux le retrouver aussi avec des difficultés qui se rejouent, par exemple. Tiens, une difficulté, ça peut être des faillites ou une problématique liée à l'argent sur lequel bah, tu es totalement impuissant et puis tu te dis, bah, c'est bizarre parce qu'en fait, mes parents, et puis ça recommence, et puis on remonte, et l'argent est mal perçu, par exemple, ou l'argent, il file entre les doigts. L'argent, c'est très significatif. Donc ça va être sur des points particuliers. Ça peut être également, tiens, tu peux le retrouver sur des croyances dans la famille. Faut qu'on fasse ça, ou chez nous on fait ça, mais on fait pas autre chose. Et moi, je peux me sentir bloquée là-dedans. Tu vois. On peut avoir également donc ça on rentre dans la catégorie des loyautés, mais c'est quelque chose qui va se rejouer souvent, qui va être vu de façon inconfortable. Je me sens un peu prisonnière par cette répétition d'échecs et de malheurs. Par exemple, tiens, voilà, des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants sans trop savoir pourquoi. Ou par exemple, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Elles ne savent pas pourquoi et on se rend compte que peut-être dans une génération précédente, il y a eu un drame autour de la maternité. On peut retrouver également les prénoms. Tu vois, c'est un autre indice, des prénoms qui se rejouent. Tu vois, tac, 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 tac. Des dates anniversaires, des dates de naissance. Il y a plein d'éléments. Il y a des éléments qui sont positifs, par exemple, ou neutres, comme des prénoms, tant que ça ne porte pas de préjudice, des dates, et puis il y a des éléments souvent qui sont plutôt douloureux. Et là, évidemment, on peut se poser deux, trois questions. mhm. En gros, je retiens répétition d'échecs. Ouais, tu Euh, peux avoir les répétitions d'échecs. Par exemple, je n'arrive pas, et ben décidément, je n'arrive pas à passer mes examens. Décidément, je n'arrive pas à accomplir telle tâche. Et tu peux, et c'est intéressant, tu vas aller creuser à ton niveau dans ta vie, dans ce que tu as déjà vécu, mais il y a un moment, ça va peut-être te dépasser un peu. Et, et pour ma part, je vais peut-être te poser la question, mais dis donc, Aubin, dans ta famille, est-ce que tu pourrais me dire si... Et tu vas creuser. Je vais en fait t'engager, tu vas être ton propre détective privé, pour aller voir si d'aventure, il ne serait pas passé quelque chose. oui, en fait, le but des questions, c'est de voir justement si ce que, ou les éléments que je vis aujourd'hui ne se seraient pas déjà produits par le passé à une, deux, Non. trois générations. Mais oui, Ok. c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui là est en train de se rejouer ou pas. Et parfois on fait chou blanc, parfois il y a rien, parfois il y a rien. Mais ça vaut toujours le coup, je trouve, surtout quand on a un bon blocage, quand même d'aller regarder, d'aller s'intéresser à cet aspect-là, parce que quand on regarde bien, souvent il y a quand même un schéma familial qui se rejoue. Mhm. Oui, surtout que quand on arrive à creuser cette partie, c'est que quelque part, on a essayé des moyens, on va dire, de base. Oui, On a essayé de travailler sur oui, nous, on a essayé de trouver des solutions sur oui, Internet, mais ça marche tout pas. ça marche pas. Mais ça, tu peux avoir les deux, parce que finalement, ce dont tu vas hériter d'un point de vue émotionnel, quoi, tu vois, cet héritage, il t'aura quand même peut-être bloqué dans ton enfance et tu l'auras déjà vécu. Donc, oui, ça a une incidence. Donc, quoi, moi, je trouve que les choses n'arrivent pas par hasard. Ça n'arrive pas par Mhm, hasard. mhm, Mais parfois, il n'y a rien. Mais souvent, on peut avoir de drôles de surprises et du coup, on peut gagner beaucoup de temps si on éteint le feu, non pas à notre niveau, mais en amont. mhm, mhm. Ouais, clairement. Clairement, surtout pour des problèmes qui peuvent être lourds. Là, tu as parlé des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, par exemple, alors que peut-être, je prends un exemple, alors qu'elles semblent aller bien médicalement parlant. Mais oui, c'est souvent ça. Tu sais, souvent, moi, quand je reçois les femmes,
pour de la PMA. Je fais pas mal de PMA. Elles me disent, bah, on m'a dit de venir vous voir parce qu'en fait, on voit rien. Ou alors sinon, j'ai une insuffisance ovarienne, une réserve ovarienne assez faible. Mais ça, c'est quand il y a un symptôme. Mais souvent, il n'y a rien. Et du coup, bah, moi, j'ai quand même instinctif, quoi. Je veux dire, c'est intuitif. Bah, je vais leur poser la question sur la vie des femmes dans la famille et la vie, quoi, comment la maternité a été vécue. Donc, on va regarder les fausses couches, on va regarder des éléments qui peuvent être bloquants. Et en fonction de ce qu'elles vont me rapporter comme, bah, finalement, comme information, on va dans cette direction. Et souvent, il y a de l'émotion qui ressort. Quand on travaille, il y a un truc qui ressort et il y a un énorme soulagement. Et il y a des femmes qui, justement, bah, réussissent leur PMA parce qu'en fait, on fait le deuil des deuils qui n'ont pas été faits avant. Et en fait, on ouvre des portes qui avaient beaucoup de bagages. Ouais, Des portes ça, qui donnaient. ouais. Et ça, c'est étonnant. Et souvent, elles pensaient, soit elles pensaient qu'il n'y avait rien ou que leur mère ou leur grand-mère avait toujours dit oui, mais tu sais, c'est pas grave, voilà, c'est passé, tu sais, c'est le passé. Mais en fait, le passé ne passe pas. Ça, c'est illusoire. Tant qu'on n'a pas travaillé dessus, qu'on n'a pas accepté, qu'il n'y a pas eu ce cheminement de deuil, ça reste un poids mort. Ça s'appelle un fantôme. Et ben, les fantômes sont dans l'ombre et ils ne demandent qu'une seule chose, c'est de s'échapper et d'aller dans la lumière, là où est leur place. Et c'est bien aussi tout ce que tu as dit là sur, surtout la partie sur le fait que le passé, en fait, c'est pas parce qu'on veut le fuir que, parce qu'il y a un peu, on a souvent cette mentalité de dire, laissons le Oui, passé, on pense au derrière. futur et tout. Mais Ouais, ouais, sauf que ça marche pas comme ça ça. marche pas comme ça, mais ça ne marche pas, ça saurait si ça fonctionnait. Alors, le Oui, passé, oui, tu vas le mettre derrière toi, tu vas l'alchimiser dès lors que tu vas travailler dessus, dès lors que tu vas le pacifier. Ça peut mettre, c'est plus ou moins rapide, mais c'est une totale illusion que de se dire, parce que j'ai décidé, mais ça fonctionne pas. C'est pire, justement parce parce que, que tu vas le transmettre, parce que cette douleur, ce truc, ce blocage, toi, tu vas le transmettre. Alors, à tes enfants ou justement, à tes enfants. Et ça, c'est pas cool. En tout cas, je trouve justement, pas. et surtout, quelque part, quand on ne veut pas revenir, c'est parce qu'on ne veut pas peut-être pas plonger dans des souvenirs douloureux, que ce soit des secrets, des choses. C'est-à-dire, en fait, il y a le côté, on fuit la douleur du passé ou la souffrance du passé en se disant qu'elle va se dissiper avec le temps, Vas-y. alors qu'en fait, elle est là pour juste venir Mais s'amplifier, nous il rattraper. Voilà. voilà, il y a un truc à terminer, il y a un truc à terminer, et souvent on se dit voilà, ça va être une cata, mais qu'est-ce que c'est la boîte de Pandore, mais pas du tout, c'est pas du tout la boîte de Pandore. On a des outils hein, pour travailler ça, pour l'accepter. Moi, je suis quand même sophrologue, hypnothérapeute, quoi. Je veux dire, j'ai de la compétence, donc on sait accueillir les gens. Et puis tu sais quoi? Eh ben quand il y a des larmes, eh ben c'est pas mal les larmes. Parce que tu vois, il y a une grande typologie de larmes. Et il y a les larmes de soulagement, les larmes d'amour, les larmes de nettoyage. Et dans les larmes, il y a de l'ocytocine qui est l'hormone d'amour. Alors, quand les gens pleurent, ça veut dire qu'il y a un déclic émotionnel. On est en train de passer à autre chose. Eh ben, c'est tant mieux. Parce que là, Ah, c'est un super signe que ça fonctionne. Hein. Et ça, moi, c'est très bien. ouais, et moi, je vois des avant, après, quoi. Donc, mesdames, et messieurs d'ailleurs, en fonction de ce que vous faites, si vous avez peur de pleurer, eh ben, au contraire, allez-y, foncez parce que c'est de l'apaisement émotionnel et ça vaut de l'or. Magnifique. Une belle phrase pour la fin. Ok, ben maintenant on va peut-être s'intéresser aux moyens de transmission. Tu as parlé tout à l'heure que de transmission par rapport aux enfants, aux petits-enfants. Tu as parlé de mémoire et tout. Quels sont les moyens de transmission justement de cette trace émotionnelle d'une génération à l'autre? Alors, ça se fait surtout par de la loyauté. C'est ça que tu veux savoir? C'est quoi que tu appelles la loyauté au Ben, juste en la fait? loyauté, en fait, c'est une fidélité inconsciente. Tout ça se fait au niveau de l'inconscient. C'est là où c'est un peu subtil, c'est qu'on ne le sait pas. On porte des mémoires en nous, mais sans savoir qu'on les porte. Ok. Donc, si je reproduis un schéma, ou si je continue le schéma, ou si je rends hommage quelque part, je connecte, eh bien, je suis dans la loyauté. Et ben, par exemple, une loyauté, je vais donner des exemples, il y a des familles où il y a de la violence conjugale. Il y a des familles où il y a de la violence sexuelle. Tout ça, c'est des loyautés. Il y a des familles où on fait tous le métier d'avocat ou de médecin ou de plombier. Ça, c'est de la loyauté. Tu ne te poses même pas la question, tu fais le truc.
D'accord. Il y a, et tu vas connecter en fait à tes ancêtres sans même t'en rendre compte, en refaisant la même chose, la même chose, la même chose. D'accord. Quand je parlais de principe de transmission, que je vois le lien, je parlais plutôt au mécanisme comme, je dis comment est-ce que les mémoires justement quittent d'une génération à l'autre. Je pensais au truc comme Ah, l'épigénétique ou je sais pas les constellations. alors, alors, l'épigénétique, c'est quelque chose alors, un petit peu subtil. Moi, je ne suis pas du tout généticienne, je ne suis pas scientifique, je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Avant, on disait que les gènes étaient immuables. Or, en fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est plus tout à fait pareil et que les gènes, en fait, vont se manifester, vont s'ouvrir ou se fermer en fonction de ce que l'on va vivre, d'événements extérieurs et de notre interprétation, finalement, de ce qui se passe. Donc, ça veut Ok, dire que nos gènes, sans muter pour autant, mais s'ouvrent et se ferment. Donc, ils sont ok. sensibles à ce qui se passe. Or, on s'est rendu compte aussi que à travers l'épigénétique, il y a des traumas qui peuvent se transmettre. Je vais donner un exemple. On va dire, et ça c'est une étude qui avait été faite, Madame A euh, vit un trauma. D'accord. Ce trauma va affecter quelque part son ADN, va marquer distinctement son ADN. Mhm, Et va marquer également l'ADN, dans une moindre mesure, de sa fille, Madame B. Sa fille est déjà née quand a eu le mhm, trauma. Bon. Le temps passe, Madame B devient à son tour maman de Madame C. Madame C n'a pas été élevée par sa grand-mère, Madame A. Elle a peut-être un peu côtoyé, mais n'a pas été élevée par elle et n'a pas non plus subi le trauma. Et pour autant, elle est porteuse, dans son système génétique, elle peut être porteuse du trauma à l'identique de sa grand-mère. mhm. Ok, Donc ça fait réfléchir. ok. C'est pas un lien direct, mais c'est une possibilité. C'est comme ça que ça fonctionne. On pense que Ok. en tout cas, il y a un fonctionnement tel que celui-ci. Alors aujourd'hui, en termes de science, on en est, je veux dire, c'est pas On qu'on est en est qu'au au balbutiement, début. mais ça change, ça change. Donc en fait, il y a des théories qui sont en train d'être découvertes, qui peuvent contredire d'autres, mais en tout cas à ce jour, semble-t-il, on en est dans ce fonctionnement-là. Donc c'est quelque chose de vraiment profond parce que ça va toucher notre ADN tout simplement. Et c'est Mhm, pour ça que mhm, certaines personnes, parfois, sans trop comprendre pourquoi, elles se retrouvent en lien direct, portent un chagrin d'un ancêtre alors qu'ils n'ont pas connu l'ancêtre. Et je vais donner un exemple. J'ai reçu un jour au cabinet une cliente qui souffrait de divers maux de ventre, impossibilité par exemple d'aller à l'hôpital, vue du sang, funérailles impossibles. Mais c'était violent. Personne n'a mes enterrements, mais c'était vraiment violent. Et avec donc beaucoup de colère en elle. Et pendant l'anamnèse, donc la première séance, je lui demande si d'aventure, dans sa famille, il y a eu une mort violente. Moi, c'est ce à quoi ça me fait penser. Et là, elle me dit oui, mais on n'en a jamais parlé. Donc, je mets ça de côté, on fait un travail habituel, ça va nettement mieux, mais moi, je sens au bout de la troisième séance qu'il y a un truc qui coince. Alors, je fais revenir la dame et je lui dis, écoutez, moi, je voudrais qu'on travaille sur cet ancêtre dont vous m'avez parlé à la première séance. Il me semble bien que c'était un soldat qui est mort sur le chemin des dames. Et là, elle me redit, oui, mais je ne l'ai pas connu. Je ne connais même pas son nom. Je lui dis, écoutez, on y va quand même. Et là, on part en hypnose. Et on commence à faire le travail sur cet ancêtre. Qu'est-ce qui se passe au bout de quelques secondes? Torrent de larmes. Cet ancêtre dont on parlait pas, mais qu'on savait qu'il existait, dont on n'avait jamais rapatrié le corps, qui était mort tout seul dans le nord de la France en 1914, eh bien, c'était à elle de faire le deuil. Donc, torrent de larmes, ça dure un certain temps. Le fait est qu'après, alors elle était vidée, hein, mais elle s'est sentie nettement mieux. Et sa petite fille à elle s'est intéressée à cet homme jusqu'à faire des recherches pour savoir qui il était. En tout cas, elle a mis de la paix dans sa famille. Elle a commencé par elle, évidemment par s'apaiser, mais elle a réinsufflé une énergie de vie dans cette famille parce que le fait de la présence de ce fantôme avait affaibli l'arbre. Tu comprends? ok. Oui, je vois. Le travail qu'elle a fait sur elle a bénéficié à toute la famille de certaine façon indirectement. Alors, peut-être pas
toute la famille, mais en tout cas à certains membres de la famille. Aujourd'hui, difficilement, on ne peut Ok, pas quantifier, on ne peut pas évoluer. Néanmoins, dans cette lignée, je pense que ça a fait du bien. d'accord. Et c'est là où le travail, c'est ça qu'on appelle les constellations familiales, ce côté. Alors, la constellation familiale, non, c'est un petit peu, c'est pas ça, c'est un peu différent. Là, on était vraiment en hypnose. La constellation familiale est une mode, est une forme thérapeutique qui a été développée par un ancien prêtre allemand qui a séjourné en Afrique du Sud, qui s'appelait Bert Hellinger. Mhm, Et l'idée, c'est de permettre en fait aux clients de se connecter à l'énergie de la famille et de connecter aux ancêtres par de l'action un peu comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas... Alors, je ne sais pas si je suis très claire parce que ça se vit, c'est difficilement explicable. On va dire à la personne, on va quelque part, naturellement, il y a l'énergie de la famille qui va se mettre autour de la personne. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça fonctionne très bien. Et on va faire intervenir soit des personnes tierces, soit des objets de substitution. Donc, par exemple, c'est un peu comme au théâtre, avec des figurants, on va dire à des gens extérieurs de venir camper dans cette énergie familiale certains membres de la famille. Les gens qui ne connaissent pas le client vont se laisser prendre au jeu, vont agir assez spontanément, ils vont dire des choses, vont avoir des gestes qui, émotionnellement, on ne sait pas comment, vont interférer, vont interagir, vont avoir un effet sur la personne qui peut avoir des prises de conscience, qui peut se mettre à pleurer pour d'autres. Donc ça, c'est un moyen de le faire. Donc c'est un peu comme du théâtre, quelque part. Et les gens vont agir les uns avec les autres. Et la personne au centre, c'est comme si elle vivait quelque part sa famille, alors qu'elle ne les connaît pas. Et on peut le faire aussi, c'est comme ça, moi j'ai fait une fois un jour une séance comme ça, en cabinet, j'étais juste avec le thérapeute et il avait disposé des fauteuils. Et je passais d'une chaise à l'autre. Chaque chaise appartenait à un membre de ma famille. Et c'est étonnant, mais je ressentais l'énergie, et notamment des défunts, que parfois je n'avais jamais connus. Comment est-ce possible? Je ne sais pas, mais ça fonctionne. très intéressant. Parce que cette capacité à aller se reprocher dans la résolution de problèmes à partir de l'énergie de certains ancêtres, Ouais. peut-être même L'énergie on de la n'a famille. jamais connu. Mhm. L'énergie de la Et je famille. sais que ça me parle un peu ça parce que j'ai eu à être médiateur dans des problèmes familiaux. Euh, et où vraiment, en dehors de, j'imagine, tu as peut-être 8 personnes autour, généralement c'est parce qu'il y a un conflit. Et le conflit, pour en arriver là, il a quand même pris une certaine ampleur. Mais finalement, la résolution n'était pas tant dans ce que les gens disaient, c'était dans le fait que les gens libèrent ce qu'ils avaient sur le Ouais. cœur. La question, c'était pas que les gens aient raison ou tort. Et du coup, quand les gens libéraient ce qu'ils avaient sur le cœur, il y avait une énergie généralement, c'est une énergie peut-être trop négative, de colère, tout ça. Mais finalement, ce que je c'est que c'était plus l'énergie, c'est-à-dire, moi, en tant que médiateur, j'étais focus sur l'énergie et pas sur les mots. Parce que les autres, ils sont focus sur les mots. Donc, quand tu parles d'énergie, de concentration, ça me parle Il y a un beaucoup. truc qui passe, il y a un truc qui passe. Oui, Et puis, concernant les mots, j'en profite pour le dire, mais aussi la liberté, pardon, la vérité libère aussi. Hein, ça libère beaucoup, beaucoup de choses. Mais oui, l'énergie, en fait, tu sais, on sommes des êtres d'énergie, nous interagissons en permanence. Et d'ailleurs, je peux te dire que mes clientes au cabinet, elles le savent, hein, parce que l'énergie, on l'utilise justement pour transcender, pour dépasser, pour alchimiser. Elle est omniprésente. Ça, c'est hyper, hyper important, quoi. Et pour justement en psychogénéalogie, ce qui est intéressant dans le travail, on parlait de constellation familiale, mais il y a d'autres techniques. L'hypnose, c'est super. La mémoire cellulaire. Euh, Par exemple, bah oui, il y a plein de choses qui passent par les cellules. C'est incroyable. Il y a le chamanisme aussi. Et puis, pour revenir à la psychogénéalogie, quand tu dresses ton arbre, donc le fameux génosociogramme, eh bien, tu vas voir des similitudes. Tu vois, il y a des prénoms, bah, rien qu'en le lisant, ça va t'évoquer quelque chose, tu vois, ou tu as des dates, tu vas dire, tiens, c'est dingue ça. On a la même date, c'est lui et moi. Ou alors ma date de conception, elle correspond à sa date d'anniversaire. Et en fait, tu vois que tu es lié à pas mal de personnes et tu as des compréhensions, quoi. C'est juste dingue. oui, parce que tu prends une prise de Ouais, hauteur énorme, tu ça prends du structure. recul. Euh,
Mais du coup, j'avais une question là, en tout cas deux. La première, c'est justement, là, jusqu'à présent, tu as beaucoup parlé de cas, on va dire, d'apaisement émotionnel. C'est-à-dire d'un non fait de porte, voilà, une poche qui devait se percer pour laisser passer une douleur qui était emprisonnée. Maintenant, est-ce qu'il y a des cas qui relèvent toujours de cette psychogénéalogie, mais du coup, qui sont beaucoup plus compliqués? Par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses liées, par exemple, à des malédictions, si on peut dire ça comme ça? Est-ce qu'il y a des choses beaucoup plus compliquées que ça? Parce que je me dis, quand on hérite, est-ce que finalement ce qu'on hérite en termes des ascendances, c'est uniquement euh, des des traces émotionnelles qui n'ont pas fini d'être travaillées? Mais est-ce qu'on peut aussi hériter, par exemple, des responsabilités, c'est-à-dire des actes malveillants que les gens auraient, que Probablement. justement, quand tu as pris la... Oui, Voilà. alors ça c'est intéressant comme question. Mais ça, tu vas le retrouver au bain. On peut le retrouver notamment dans certains métiers. Tu vois, parce qu'en fait, les gens, inconsciemment, il faut qu'ils réparent. Il y a l'idée de réparation. Et du coup, tu as des métiers, bah, par exemple, probablement, c'est des métiers, ça me fait penser par exemple aux médecins, aux avocats, aux policiers. Tu vois, ce sont des gens qui peuvent être amenés à contrebalancer peut-être ce qui s'est fait par le passé. Mon ancêtre a fauté, irresponsable, mais c'est peut-être passé sous silence. Et ben, je vais peut-être réparer. Assistance sociale, tu vois ce genre de choses. Mhm. Je suis peut-être là en réparation. Et moi, à titre d'exemple, donc mon premier métier, ça a été d'être sophrologue. Eh bien, typiquement, alors c'est pas un métier anti-culpabilité, mais je viens en réparation d'ancêtres. Notamment, j'en ai identifié deux. Une ancêtre qui est morte, qui est décédée très jeune de pneumonie, alors que son père c'était le directeur de l'hygiène publique. Ça la foutait Ah, tuberculose, ça la foutait pas très bien, ça la foutait mal à l'époque. Et un autre ancêtre qui a été gazé à coup de gaz moutarde pendant la Première Guerre mondiale et qui, en fait, a dû quitter Paris parce qu'il ne pouvait plus respirer. Et tu vois, moi, je viens en réparation en partie de ces deux ancêtres-là. C'est intéressant quand même. Hein. très, très, c'est passionnant parce que ça donne un niveau d'explication beaucoup plus large. Je pense que peu de personnes en sortent. Tu en sais tellement sur tes ancêtres, on dirait que tu as vécu à eux. Ça veut dire que tu t'es intéressé à Et ça en oui, profondeur. mais du coup, voilà, je suis pas sophrologue parce que la sophrologie, c'était ma vocation. En fait, c'est intéressant, mais il y avait une raison plus profonde. On ne fait pas nos métiers par hasard. On Voilà. ne les fait pas. Surtout dans le monde des thérapeutes. Surtout dans le monde des thérapeutes. Mais On oui, n'arrive pas là par accident. on n'est pas thérapeute pour rien, c'est qu'on vient en réparation de plein de choses et je suis loin de tout connaître. Mais plus j'avance et mieux je comprends pourquoi je fais ces métiers-là. Ok. Ok, je retiens la notion de compensation. Ça, c'est très, la notion d'équilibre, de C'est une compensation. Oui. notion tu vois, d'équilibre. Je vais te donner un autre exemple perso. Dans ma vie antérieure, j'ai travaillé en banque et en assurance. J'ai géré de l'assurance vie et à l'époque, Mhm. une chose que je détestais, c'était de refourguer des produits commerciaux. Tu sais, la pression commerciale, il fallait faire du chiffre, du chiffre, du chiffre. Et je ne Mhm. pouvais pas avec ça, c'était pas possible. Et je me suis rendu compte par la suite, assez récemment, que j'ai un ancêtre qui a fait faillite parce qu'il avait été, comment dire, arnaqué par un comptable. Et mon mari, j'ai épousé un comptable, voilà. Et mon autre, j'ai eu un autre cas où en fait un autre ascendant a fait faillite, a été berné par un agent d'assurance. Eh bien moi, pour ma part, en étant devenu agent d'assurance et en étant intègre, je réparais un peu le mal qui a été fait à ma famille. Et en aimant un comptable, symboliquement, je répare le mal qui a été fait par un comptable à ma famille. Tu comprends? Oui, je vois. Donc, tu vois, et en fait, on ne fait pas les choses totalement par hasard. On les fait bien souvent, et c'est moche à dire, mais c'est comme ça, souvent dans une optique de réparation. Alors, il se fait que dans mon couple, c'est génial et mon mari est merveilleux, mais il y a quand même, je pense, une optique de réparation. Oui, 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 oui. Il y a il y a une différence entre le niveau de connaissance ou de conscience qu'on a sur ce qu'on fait, mais l'intention originelle qui a motivé les événements qui nous ont amenés là. Ouais, Généralement, la vie y est pour beaucoup.
Oui, Sauf que absolument. la vie a beaucoup plus d'historique que nous. Voilà, donc quand on les connaît, alors il faut s'y intéresser, et je comprends très bien que les gens ne s'y intéressent pas, mais quand on s'y intéresse, ben, on commence à avoir de la compréhension, donc beaucoup plus de lumière et beaucoup plus de choix à faire dans notre vie. Et mes clientes, ils sont assez sensibilisées parce que je les fais travailler dessus, et du coup, elles gagnent vraiment en conscience, et outre le fait que globalement, elles s'apaisent, mais il y a cette conscience, et c'est hyper utile dans notre quotidien, et puis pour se projeter tout simplement aussi. On a plus de lumière et on sait ce qu'on fait, tu vois. Et ben, quand tu parles, bon, tu as beaucoup parlé de deuil, mais moi, je vois aussi des problèmes très concrets dans la vie de tous les jours, les relations. Les personnes qui souffrent beaucoup, peut-être des relations amoureuses, de dépendance affective ou bien de carence affective, pour faire simple. Et c'est veut dire, ça commence de façon banale, mais à un moment donné, si on observe peut-être trop de répétitions, Bah ouais, t'as des de répétitions. ruptures dans les mêmes contextes, ben, on commence à se poser des Ben questions. oui, Si, en fait, c'est pas, il y a finalement rien qui est épargné dessus. Dès lors qu'il y a une extrême répétition de quelque chose, ouais. et que finalement on a déjà évacué les voies et moyens, les pistes qui nous sembleraient entre guillemets logiques et on va dire pour être simple cartésienne, on va dire ça comme ça. Et là, ben il y a un coin dans notre tête qui ben il y a quand même quelque chose qui se Mais passe. tu sais, oui, oui, absolument. Ben, tu sais, par exemple, alors, tous les couples se chamaillent. Moi, honnêtement, je ne connais pas de couple qui ne se chamaille pas. Il y en a qui se chamaillent plus ou moins. Ben, quand on va voir leur famille, on se rend compte que c'est un schéma répétitif. Alors, dans un premier temps, effectivement, on va peut-être travailler sur ça, mais un jour, on va peut-être se poser deux, trois questions. Alors moi, pour faire gagner du temps à mes clients, ben, j'essaie de comprendre un petit peu déjà dans la globalité comment ça se passe, parce que si j'ai appris si j'ai appris de mes parents que le couple ça fonctionne comme ça, j'ai beau faire tout le développement personnel sur moi, j'ai encore une croyance parce que ça me donne une croyance. C'est un schéma, c'est l'exemple que j'ai. Donc bah ouais, on va rendre à papa et à maman, aux parents en fait, bah, leur façon de faire, ou aux grands-parents ou à l'oncle Albert et à tante Gertrude, on va rendre ce qui pourrait chez nous avoir encore un impact pour qu'on puisse gagner notre liberté. En fait, il s'agit ni plus ni moins que de gagner sa liberté. Tu vois, c'est l'individuation. C'est je suis moi. Ok, je fais partie de la famille dans sa globalité, mais moi je suis moi. Je ne suis pas la famille. Je ne suis pas la famille avec ses pépins, avec ses limites, avec ses casseroles. Surtout le côté, voilà, je me détache des casseroles avec lesquelles Voilà. je suis, entre guillemets, Je, né et relié. je peux être Euh, je peux être très fière de faire partie de cette famille parce qu'elle m'apporte du bon, parce que elle m'a accueillie, etc. Mais en revanche, bah en fait, j'ai le droit, c'est le libre arbitre, de ne pas prendre à ma charge. Eh bien, ce qui s'est mal passé avant, ce que les autres n'ont pas su faire. Alors peut-être que moi, je vais le réparer et quelque part, eh ben, je vais pas transmettre ça à ma descendance, mais dans un premier temps, en tout cas, ça va me faire du bien. Mais je rends à César ce qui lui appartient. Tout bien. c'est très, c'est, je trouve que ce qui est un élément important dont on ne parle pas assez, c'est si je ne travaille pas dessus, ma génération va subir. C'est-à-dire, en fait, non seulement il y a un côté responsabilité pour soi, pour avoir une vie libre, en tout cas, mais il y a aussi le côté, si je ne le fais pas, si je l'ignore, parce que par libre arbitre, ben, finalement, c'est soit mon enfant, soit mon petit enfant qui va prendre cher et qui va se retrouver en train de devoir porter beaucoup plus que moi je ne porte Tu actuellement. sais, tu peux remonter jusqu'à 4 générations. Donc, il peut se passer plein de choses sous 4 générations. Hein. Ben moi, je trouve pas ça cool. Ça, c'est juste mon point de vue, mais je trouve pas ça cool de laisser ce que Anne Ancelin Chausson-Berger parlait de patates chaudes. Si j'ai conscience qu'il y a une défaillance, s'il y a un pépin, bah, si j'aime et j'aime mes enfants, bah, je vais faire en sorte de ne pas leur transmettre. Et je vais faire plutôt en sorte de leur transmettre quelque chose qui leur permette d'être eux-mêmes dans leur essence et de pouvoir s'expérimenter, quoi, de s'expérimenter par eux-mêmes et de s'exprimer tels qu'ils sont. Après, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, moi, Oui, je connais mon point de vue. ok, ça marche. Bon, maintenant, si on veut donc faire un petit récapitulatif, moi, je suis Monsieur Tout le Monde. Est-ce que, parce que tu as cité beaucoup d'outils, il y a eu hypnose, il y a eu sophrologie, pour les émotions, voilà. L'idée, c'est comment est-ce que moi, Monsieur Tout le Monde, j'ai un problème, j'observe qu'il y a la répétition d'un problème. Je commence par espérer,
tout cas, explorer les pistes normales, basiques. Et puis là, ça bloque toujours. OK. Qu'est-ce que je fais concrètement si je veux faire un travail ce soir pour me renseigner Bah, tu sur... m'appelles. Ok, bon, déjà, Tu avant de m'appelles. t'appeler, est-ce que Non, mais en est-ce fait, qu'il y a un moyen? non, mais en fait, on trouve plein de bouquins. Alors, moi, j'inviterai la personne à se renseigner. Il y a des bouquins qui existent, Mhm, mais les bouquins, ça ne fait pas tout. Hein, parce que d'accord. souvent, on reste dans la tête, mais il n'y a pas de mise en pratique, il n'y a pas l'habitude, parce que voilà, il y a une question d'habitude aussi. Mais ça fait voilà, on va se poser deux, trois questions, le bouquin va orienter, mais il faut faire appel à quelqu'un parce que la personne, elle va accompagner. Parce que si tu fais, quoi, je vais te dire, il y a quand même l'aspect psycho quand même là-dedans. Donc, si tu découvres quelque chose qui fait mal, un secret, par exemple, tu mets la main sur un secret douloureux, il faut pouvoir le gérer. Émotionnellement, il faut pouvoir le gérer. Si tu es en train de faire un exercice en auto-hypnose et tu sens là que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça, et que tu es seul, eh bien, là, tu te dis, c'est dommage que je ne sois pas allé voir un expert. C'est pas, c'est pas de ça que je parlais, en fait. J'étais vraiment à la case recherche Oui, d'infos parce que mais tu as les je, bouquins. bon, les bouquins peuvent donner la méthode, mais si par exemple il y a des infos qui sont détenues par ma mère, par ma grand-mère, et que ces infos sont justement sensibles parce que ça porte sur un secret, ça porte sur une chose dont on ne veut pas parler, tabou, comment je m'y prends Alors, pour... dans ce cas-là, alors ce que je vais t'inviter à faire, c'est d'avoir une stratégie très bienveillante et d'aller voir ta mère en disant, écoute maman, je suis en train de m'intéresser à la généalogie. Donc tu vas de façon pas frontale et tu vas commencer à louvoyer. Moi, c'est comme ça que je ferais, à louvoyer un petit peu. Si tu sens que c'est un peu sensible. Et au fait, est-ce que tu aurais entendu, tu sais, tu commences à poser des questions. Se pourrait-il que, tu vois, tu prends pas le truc en frontal et tu tires la pelote. Tu tires la Ok, pelote, et puis tu vois. Et si ta mère, elle reste stoïque, assez indifférente, tu te dis que, bon, elle sait peut-être pas quelque chose. Mais parfois, on a des choses qu'on ne peut pas savoir. Alors, dans ce cas-là, il faut quand même, soit tu as envie de savoir, soit tu mets ton mouchoir dessus ou tu estimes que c'est pas nécessaire, un travail s'impose quand même. Parce que là, on peut avoir des prises de conscience. Moi, j'ai une cliente un jour qui, en séance, a pris conscience qu'elle n'était pas la fille de son père. d'accord. Donc, c'est pour ça que Alors, ça c'est gros, ça c'est costaud, ça. ouais, mais c'est pour ça que je reviens sur le fait qu'il y a un moment, il faut savoir se faire accompagner. Oui, forcément. Là, je dirais même que là, on n'a pas le choix, sauf si on est naturellement garni on va dire, par des aptitudes à le faire soi-même. Mais euh, même pour être accompagné, les gens ont aussi besoin de savoir sur quoi on peut agir. Par exemple, l'hypnose, par exemple, sur quoi est-ce que l'hypnose va agir? Sur nos croyances, à quel moment l'hypnose agit dans le processus? Elle agit sur ce que tu veux travailler. L'hypnose n'est qu'un outil en soi. Tu vois, elle est très utile pour faire les deuils, par exemple, pour rendre à un défunt et sa liberté et soi-même gagner sa liberté. C'est un outil. Il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui, qui est super bien, que j'aime bien utiliser, c'est ce qu'on appelle les actes psychomagiques. Je ne sais pas si ça te parle d'Alejandro Jodorowsky. Ce sont des petits exercices hyper Mhm. concrets qui, ça peut être le dessin, ça peut être la mise en scène, ça peut être des actes un peu dingos qui ont pour but, en fait, d'aller parler à l'inconscient et de débloquer, quand c'est possible, des mémoires. Ça marche D'accord. vachement bien et à la fois débloquer et donc permettre de passer à autre chose. Ok. Ok. Ok, c'est pas mal. Je retiens que voilà, on va trouver des renseignements en mode bienveillant et puis en fonction de ce qu'on a, on se fait accompagner tout simplement pour travailler là-dessus. Euh, Parce qu'on sera beaucoup mieux encadré. Ouais. Surtout qu'on ne sait pas d'avance ce qui peut ressortir et à quelle Tu, intensité. tu sais pas, et plus une famille a contenu, a retenu, plus c'est sous pression quand même. Plus dans une famille, on ne. Alors moi, je me méfie un peu quand effectivement, la famille où tout va bien. Parce que quand tout va bien dans le meilleur des mondes, il y a parfois des choses qui sont planquées, qui ne demandent qu'à ressortir. Ou les familles de taiseux où on ne parle pas, ou des familles où il plane un certain mystère. Oui, bah, il y a des choses qui ne demandent qu'à sortir, qu'à s'exprimer.
Mais effectivement, il faut faire attention parce que parfois la vérité peut être, qui est nécessaire, peut être quand même dérangeante. Et tout ce qu'on a pris soin de planquer, eh bien, pour celui qui va en prendre conscience, connaissance, ça peut être effectivement difficile à vivre, mais probablement bénéfique. Oui, c'est bien comme tu le mentionnes, parce que j'ai souvent entendu ça, d'avoir cette sensation d'injustice. Pourquoi devoir porter un fardeau dont je suis pas responsable? Pourquoi devoir, entre guillemets, payer pour les autres? Pourquoi devoir faire ce travail? Pourquoi ça tombe sur moi, quoi? Alors, je pense Alors qu'on, que c'est pas tombé sur ma soeur, mon frère, alors, voilà. Et, alors, tu sais, je pense qu'on est tous porteurs de mémoire, sauf qu'il y a des profils peut-être un peu plus sensibles ou peut-être plus aptes à faire le boulot. Alors, est-ce qu'ils vont faire le boulot pour les autres? Je ne sais pas. En tout cas, pour leur descendance, oui. Je pense que ça peut interagir sur les autres. Je pense qu'on a tous quelque chose à faire, mais il y en a qui se sentent plus ou moins plus concernés. Nous, on dit que ce sont les plus à même, les plus capables, les plus forts c'est ce qu'on dit dans notre profession, peut-être aussi pour redonner un peu pour donner un peu de baume au cœur. Euh, Après, je pense que chacun peut s'interroger, peut s'intéresser à son histoire. Pourquoi il s'appelle comme ça, pourquoi il fait tel métier, pourquoi dans telle situation ça se passe pas bien. Je pense qu'il y a possibilité, et parfois on a des réponses dans l'arbre. bon, je pense que merci, Solène, on est arrivé à la fin, parce que tu as déjà dit. Juste si on peut donner deux, trois livres que les gens peuvent lire et peut-être aussi comment on fait pour te Alors, contacter. on va commencer par de la lecture. Mhm. Alors, j'ai apporté. Donc, c'est Véronique César que j'aime bien, Kortulowski. Voilà. Ensuite, j'ai un bouquin que j'aime bien, qui est assez pragmatique, qui est celui-ci. C'est quoi le titre? Parce on fait à l'envers sur la caméra. Tout simplement, c'est la psychogénéalogie d'Isabelle Deroux et de Karine Segard. Un autre bouquin que j'aime beaucoup, de Juliette Allais, Se libérer et guérir des blessures familiales. Oui, vous l'avez à l'envers. D'accord. Et le Euh, premier, le titre, c'était quoi, le s'il te plaît? premier, c'est Véronique César, comprendre sa famille et décider d'être soi, la psychogénéalogie, qui est pas mal du tout. Nickel. J'ai pas fini, j'ai également, alors, je n'ai pas l'original de Aïe mes aïeux d'Anne Ancelin-Stousson-Berger, donc un peu la papesse, mais j'ai psychogénéalogie. Son ouvrage de référence s'appelle Aïe mes aïeux. Mais à chaque fois, c'est la même chose. J'ai également, ça c'est intéressant ça aussi, Salomon Selam avec le gisant. Ce sont les gens, les malmorts des familles. Et enfin, pour terminer, parce qu'on a parlé un peu des prénoms, la symbolique des prénoms de Paola del Castillo, qui est pas mal. La symbolique des prénoms. Voilà. Comme ça, je pense que là, en fait, on a un petit peu balayé bien, les différents aspects de la psychogénéalogie. Merci. Je pense que les gens sont mieux armés, en tout cas au moins en termes de connaissances, et puis le reste se fera à force d'exploration et d'investigation et d'accompagnement avec un terrain. Ben oui. Et oui, et du coup, toi, on te trouve où? Alors, Euh, trouve sur Paris et Clamart et également en ligne. Donc, que vous soyez à Brest, Perpignan, Genève, Londres ou que sais-je, je suis là. www.votre-sophrologue.com. Donc, je fais beaucoup de consultations en ligne, ça fonctionne très bien. Magnifique. Ah. Ok. Ben, merci. Et puis, on se dira merci. On verra sur la vidéo aidera d'autres. De toute façon, on fera des petites coupures vidéo pour faire les sections. Avec plaisir, Robin. Donc, Et prenez bien soin de vous et prenez soin de vos arbres. bon, le mot de la fin a été dit. Sur ce, À bientôt. une bonne. Ciao. À bientôt. Bye bye. Bye bye.